et des mots qui guérissent. Celui qui n'a pas compris et ressenti le pouvoir des mots et du verbe doit repenser le sens de sa vie. Monsieur Souiba, nous avons l'honneur de recevoir parmi nous une plume fougueuse de vous recevoir. Et on remercie aussi nos élèves, nous les encourageons, nous les félicitons pour votre présence. Merci. Alors, pour faire vite, dans si vous voulez, ce parcours de la littérature, il y a cette évolution dans la manière d'écrire. D'abord, au début, comme j'ai dit, c'était une écriture un peu, si vous voulez, un peu difficile, un peu opaque, si vous voulez, un peu... Mais par la suite, de plus en plus, les écrivains commencent à écrire plus simple, plus accessible, etc. Dans ce contexte de changement, vers la fin des années 90, notre invité, Fouad Souiba, qui a une grande carrière dans le journalisme, dans le cinéma et puis dans la production littéraire, comme d'ailleurs d'autres. Mais lui, il est singulier parce qu'il embrasse les deux sphères de la création, le cinéma et la littérature. Et donc, il va nous donner une autre forme, une autre manière d'approcher, si vous voulez, l'écriture. Parce que lui, lorsqu'il écrit, il n'écrit pas comme Sfrebi, il n'écrit pas comme Khatebi ou comme d'autres. Parce que lui, il a si vous voulez, deux casquettes, c'est-à-dire deux lunettes. Hein. Il voit comme une caméra, parce qu'il a vécu avec l'image, avec le tournage, avec le filmage, etc. Donc il est imprégné par, si vous voulez, par la création en rapport avec l'image. Vous savez très bien, vous êtes la génération de l'image. Et par la suite, elle écrit parce que, et donc ça devient un enrichissement. Donc il a produit des romans, comme vous avez de la chance, vous avez l'occasion de voir ces textes. Et dans ces textes-là, vous pouvez remarquer que déjà, c'est un style qui... on peut constater une certaine interracialité, c'est-à-dire il y a des arts qui se recoupent dans son écriture. Je vois que je ne dois pas être trop long, mais on peut garder quand même deux choses très importantes. Fouad Souiba, c'est un écrivain, certes, mais c'est un écrivain qui regarde avec l'œil d'un homme de cinéma. Et donc, c'est une littérature nouvelle, c'est une nouvelle manière d'approcher la création littéraire. Voilà, et donc je cède la parole à M. Guy. Essayons de synthétiser un peu vos propos. M. Tahiri vient de dire que les auteurs francophones, les Marocains qui prêtaient leur plume aux romans produits en langue française, entretenaient un lien conflictuel avec la langue française, s'agissant d'auteurs qui étaient quand même nés à l'aube de l'indépendance. Alors, au cours des années 80, ce complexe ne s'est pas à la fin constitué, mais nous avions vu parachuter le discours idéologique dans la sphère littéraire. M. Fouad Souiba ne fait partie ni des vétérans, ni des doyens, ni moins encore des enfants terribles du siècle. C'est un écrivain qui entretient un rapport aussi ordinaire avec la langue française et l'on fait moyen. Donc on n'a plus ce contact conflictuel avec la langue, ce qui rend d'ailleurs ces textes accessibles. Et qu'est-ce qu'on entend par littérature s'il ne parle pas, s'il nous interroge? Alors les amis, avant de céder la parole à M. Marahi, M. Mohamed Marahi qui nous vient de Fès, l'université de Fès, on pourrait présenter comme étant spécialiste de l'œuvre de Souiba. Finalement, je me suis accordé l'expression. Je me permets. Jean-Paul Sartre,
au colloque de Cerisy, qu'est-ce que la littérature? Elle a répondu, c'est ce qui s'enseigne. Donc la littérature, ça s'enseigne. Ça s'enseigne. Et être spécialiste de Fouad Souiba, c'est trop dire, parce que chaque fois que je me retrouve auprès de lui, j'apprends des choses. Et chaque fois que je me retrouve face à un texte de Fouad Souiba, les approches me trahissent. Preuve en main, je vais laisser de côté ce que j'ai préparé et je vais partager avec vous ce que j'ai rédigé dans mon compartiment. On y arrivera. Donc, première des choses, je vais partager avec vous des impressions. Première chose, je me suis converti en didacticien parce que j'enseigne les gens à enseigner la littérature. Donc je suis formateur de la littérature. J'ai enseigné la poésie à l'université, mais à un certain moment, je me trouvais tout seul. Je suis spécialiste de la littérature française, de la poésie. Je suis spécialiste de Abdel Labi. Mais à un certain moment, je me retrouvais tout seul. Pourquoi? Parce que peut-être moi, les approches, méthodologies faisaient défaut. Mais après avoir cherché, j'ai préparé, je me suis formé en didactique pour pouvoir détenir les clés de l'enseignement, de la didactisation, la pédagogisation de la littérature. Et donc, je vais insister dans cette intervention sur le volet, la portée pédagogique de l'œuvre souibienne, qu'il me permette l'expression, la portée pédagogique. Et chaque fois que je voudrais approcher un texte, ça m'échappe parce que Fouad Souiba n'est pas romancier, tout simplement. Il est cinéaste, il est metteur en scène, il est poète. Et il nous frappe, il vous frappe par son humanisme que je vais dégager de son texte avec vous. Fouad Souiba, il nous a permis de lire l'image et de voir le texte. Quand on lit le texte, on a l'impression qu'on est devant un film. Et quand on est devant son film, on est devant un récit. Devant le récit d'un auteur. Voilà. Alors, le premier point, peut-être c'est un contraste, mais la présence de Fouad Souiba ici et pour remettre les choses à leur place, je dis que le texte littéraire, en général, est un moment de plaisir. C'est un plaisir, avant qu'il ne soit un travail, un devoir. Quand on est jeune, quand on est enfant, on est envahi de livres qu'on lit pour le plaisir de lire, n'est-ce pas? Mais après avoir intégré l'école, on est encombré par des pages, par un questionnaire qui porte sur le texte. D'où la problématique. Quand je veux lire, je ne suis pas obligé de répondre à des questions, de résumer, de dégager l'aspect, d'insister sur l'aspect formel de texte, de relever les figures de style, de travailler l'anaphore ou de travailler la grammaire. Donc, la littérature, tout simplement, c'est un art de vivre. Lire un texte avec des élèves, c'est les initier à lire d'autres textes, et pour toujours. Parce que quand on lit un texte, on ne prépare pas des élèves ou bien des lecteurs dans le cadre de l'école. On prépare des lecteurs pour toute la vie. On peut se servir de la lecture aussi pour développer chez les apprenants, chez vous, des compétences non seulement scolaires mais extrascolaires. C'est permettre aux élèves
aux apprenants de se débrouiller hors le cadre de l'école, développer des compétences, pas les bourrées d'informations. Et dans ce cadre, l'œuvre de Fouad Souiba nous donne l'exemple. Donc, son œuvre pousse le lecteur à bien déployer des stratégies d'explication et de compréhension. Il ne se contente pas de fournir des informations, mais il pousse l'apprenant lecteur à chercher, à déployer tout un processus cognitif pour aller bien loin dans la compréhension et dans le développement de sa vision du monde. Par leur thème, les romans de Fouad Souiba traduisent bien des réalités. Certes, des réalités tristes que peu de romanciers osent traiter. Bien envisager les romans de Fouad Souiba, on ne peut que souligner l'audace avec laquelle elle ose traiter certains thèmes et qui sont d'ordre divers, social, psychologique, affectif et politique. Les stratégies d'écriture déployées par Fouad Souiba visent à impliquer le lecteur dans la construction de son sens propre. Et ça, c'est très important. Lorsqu'on lit un texte, on n'est pas toujours cadré par le regard ou bien l'explication du professeur. Il faut laisser aux apprenants le droit de participer à la construction de leur propre sens. Parce que le texte, à ses yeux, s'avère toujours un chantier ouvert. Et cela sans lui fournir les outils nécessaires pour l'interprétation. C'est-à-dire, il nous lance dans un dilemme, dans une situation, mais M. Fouad ne nous donne pas les outils nécessaires pour s'en sortir. Donc, il nous laisse patauger au sein d'un univers sans issue. Et là, j'insiste sur la portée pédagogique des romans de M. Fouad Souiba. Le romancier fait aussi en sorte que la curiosité, que la conscience du lecteur soit bien aiguisée. Afin d'affronter toutes les situations de problème qu'il pourrait rencontrer dans sa vie sociale, scolaire ou extrascolaire. Votre attention, s'il vous plaît. Alors, M. Melahi vient de faire allusion au personnage principal, au protagoniste de roman intitulé L'incompris de Haïli Mohammadi, lequel a été réédité sous un autre nom, en l'occurrence l'homme qui voulait être comédien. Alors c'est un roman qui se présente comme une saga familiale qui retrace la destinée de toute une famille, et soit une entreprise littéraire tentaculaire. D'ailleurs, ça me rappelle un peu Son temps de solitude de Gabriel Garcia Marquez. Il y a de ça. Nous y trouvons du tout. La condition féminine, la vie sportive au Casablanca, dans un moment donné, vous dissertez sur l'emblème de la résistance armée, et sincèrement, sans ce protagoniste, le lecteur risquerait de se perdre dans les dédales de votre récit. Alors maintenant, pour donner goût aux élèves ici présents, j'aimerais bien que vous nous présentez votre personnage et de nous dire à quoi rime le mastic. C'est-à-dire quand même, c'est quoi? C'est une métaphore. Stanley ne donnait pas cher de sa peau. Certes, on l'assommait toute une littérature orale sur son talent de footballeur dans le quartier.
Mais ce n'étaient que des racontars très peu crédibles, venant de personnes peu enclines à séparer le bon grain de l'ivraie et à faire le distinguo entre vrais joueurs et une larve. Les talents ne couraient pas les rues, encore moins celles du bidonville. Il fallait un œil avisé de technicien, maîtrisant délicatement les chapitres tactiques du jeu pour pouvoir déceler chez un individu un talent inné du sport roi et confirmer ainsi la tendance générale chez les observateurs. Le football était devenu un jeu qui s'apprenait dans une école dirigée par des leaders formés dans des académies dédiées. Ce n'était pas en tapant dans un semblant de ballon que l'on devenait talentueux et passible d'un recrutement dans une grande équipe. Ah, ce WAC et ce Raja, équipe casablancaise phare, on y a additionné le TAS, authentique fleuron du quartier. Sbelley ne savait pas ce qu'il donnerait. Pour savoir comment ces prestigieuses équipes recrutaient leurs jeunes. De véritables fers de lance du football national, les frères ennemis de Casablanca, fascinent les jeunes depuis toujours. Loin de penser à cette éventualité, même dans ses rêves les plus fous, Sbelley était suffisamment humble pour s'accrocher aux chimères. Donc je vais vous le présenter, mais tout d'abord je tenais à remercier bien sûr l'école, la directrice, madame l'inspectrice générale, madame Badiha, pour le mot magnifique qu'il a prononcé. Le professeur Mohamed Marrahi, donc qui nous vient de Fès, toute la journée elle était en train, c'est Abdelhadim qui nous vient de Kenitra, de l'université, merci beaucoup, merci à Ali, merci à l'école. Alors, vous savez parfaitement que la littérature est une manière de raconter une société, un personnage, une phase de l'histoire, quelque chose qui nous tient à cœur, une propre expérience personnelle, ou alors un portrait de quelqu'un. Quelqu'un qui veut parler de lui-même peut écrire un livre et nous raconter, faire un biopic et nous raconter sa vie. Ça paraît simple. Mais c'est à travers ce qu'il va raconter et comment, on disait, c'est comment il va le raconter, que les choses vont commencer à se corser. C'est vraiment là où on va raconter, comme par le biais de Sbelley, l'histoire du Maroc sur un siècle, une famille, 3 générations, le grand-père, le papa et Sbelley, donc 3e génération, qui raconte au fait, qui réécrivent un peu l'histoire du Maroc, enfin, d'une manière fictionnelle certes, mais aussi d'une manière viscérale qui raconte le Maroc. Donc, vraiment, Sbelley, il est viscéralement lié à son pays, il est intimement lié au Maroc, à travers son grand-père, son papa et lui-même. Il a vécu dans un bidonville à Haï Mohammadi, donc dans la carrière centrale fkalienne de Haï Mohammadi à Casablanca. Donc c'est un personnage qui a voulu être artiste, mais en même temps, dont les parents, le grand-père et le père, ont été dans la résistance. À la fois le grand-père avec Abdelhakim Khattabi et le papa avec l'armée nationale de libération, et lui-même, il est quelque part résistant parce qu'il a choisi de partir faire du théâtre, du cinéma et de la télévision, qui est aussi une forme de résistance. Donc à travers ces 3 personnages, on va raconter le pays, sur un siècle. Bien entendu, moi-même, je ne connaissais pas cette histoire. Je vais raconter, c'est un personnage qui me tient à cœur, mais c'est ce personnage qui a fait que moi je découvre mon histoire personnelle, celle du Maroc, celle de la société marocaine, celle de la résistance, je découvre une flopée, une galerie, une kyrielle de personnages réels qui ont fait ce pays, depuis les rois du Maroc jusqu'aux généraux, jusqu'aux résistants, jusqu'aux opposants politiques, en passant par les petites gens, c'est-à-dire les gens de la carrière centrale de Haï Mohamed. C'est-à-dire que vraiment, c'est un portrait du Maroc qui est raconté avec ses hauts et ses bas, avec toutes les péripéties connues par ce pays pendant ce siècle, les coups d'État, tout ce que vous pouvez imaginer, vous le retrouverez dans ce roman. Pourquoi? Parce qu'il y avait un désir insatiable pour moi, qui voulait parler de ce personnage, ce comédien, ce projet de comédien, d'aller fouiner comme si lui-même il le faisait, pour un peu chercher ses racines, pour un peu découvrir et inventer une histoire même quand elle n'existait pas.
pour quelqu'un qui vient d'une carrière centrale, donc d'un quartier pauvre, bidonville, où il n'y a rien, il n'y a que de la tôle. Imaginez, on vit dans une tôle, et puis il y a la pluie qui arrive, il y a l'été qui arrive, il y a la neige qui arrive, il n'y a rien à manger, il n'y a rien à boire. Il y a le colonialisme, il y a les Français qui prennent tout et qui dominent tout. Et puis il y a les Marocains qui sont juste des indigènes, des gens qui obéissent et au doigt et à l'œil du colon. Donc c'est un peu ça où a vécu notre Spenli. C'est un peu ça qui a fait que cet homme a décidé un jour de porter la parole de Hayy Mohammadi en devenant un artiste, un acteur, un comédien qui va jouer dans les pièces de théâtre, qui va jouer au cinéma et à la télévision, au point de devenir à un certain moment une star qui est recherchée et disputée par tout le monde, et au point aussi où il va chuter jusqu'au fin fond de l'échec de l'artiste, parce qu'un artiste, vous savez, on ne peut pas être à l'apogée de son art toute sa vie. Il peut nous arriver qu'on soit propulsé au pic du sommet, et il peut nous arriver de chuter, mais vraiment au ras des pâquerettes, par terre. On voit absolument rien. Mais donc, à travers cette expérience de ce monsieur, donc on va découvrir ce Maroc qui évolue, politiquement, socialement, culturellement, intellectuellement, et on va situer ce pays, cette histoire par rapport à nous-mêmes. Qu'est-ce qu'on est, nous, aujourd'hui? C'est exactement ce qui m'a poussé à raconter l'histoire de ce Spenli, c'est-à-dire ce personnage qui ne vit que la nuit, parce que le jour il ne vit pas, parce qu'il porte la poisse. Déjà, à chaque fois qu'il touche à quelque chose, il perd. À chaque fois qu'il touche à un projet, il n'aboutit pas. Il est obligé de vivre que la nuit parce qu'il est recherché par les flics, la police, parce qu'on pensait qu'il était dans l'opposition extrême, radicale à l'époque, et qu'il était bon pour rejoindre les détenus politiques. C'est ce qu'on va réussir à faire, bien sûr, parce qu'on va aussi le condamner à quelques années de plan parmi les victimes de ces années-là. Donc c'est quelqu'un vraiment qui va tout vivre. C'est vraiment à l'image de n'importe quel Marocain. C'est une combinaison de personnages, de gens, de petites gens, qui se retrouvent dans cet individu, ce personnage qui souhaiterait devenir artiste. Et donc, et qui dit artiste, bien entendu, à chaque fois, c'est le porte-parole des sans-voix. C'est celui qui va parler au nom de ceux qui n'ont pas de voix. Donc ça a été ça, l'idée justement, d'aller chercher ce personnage et d'aller raconter cette histoire de ce pays, et qui m'a permis à moi personnellement de découvrir mon histoire, celle du Maroc, que je ne connaissais pas, que je n'ai pas appris dans les manuels scolaires, mais universitaires, mais que j'ai été justement fouiné partout pour chercher. Pourquoi? Parce que moi-même je suis journaliste de formation. Un journaliste, qu'est-ce qu'il est appelé à faire? S'informer pour informer. Le métier du journaliste, c'est quoi? S'informer pour informer. Donc moi-même, je suis parti m'informer dans les livres, dans les rencontres avec les gens de Hayy Mohammadi. Pourquoi Hayy Mohammadi? Je ne connaissais pas ce quartier physiquement qu'à travers une demi-heure dans ma vie. Une fois, j'ai été tourner quelque chose dans une maison, chez un artiste cinéaste, pour Al Jazeera. À l'époque, j'étais à Al Jazeera. Ensuite, je suis parti avec un comédien faire le tour du quartier en voiture, pour découvrir Cinéma Saada, etc., etc. Mais ce quartier, moi, je le connaissais comment? À travers des amitiés directes avec les gens. J'ai connu dans ma vie beaucoup de gens qui viennent de Hayy Mohammadi, et tout un chacun me racontait une partie de sa vie. Des amis, on se raconte des choses, des filles et garçons, chacun raconte ses confidences à ses amis proches. Donc mes amis, on me racontait des confidences sur leur vie. Et moi-même, dans mon fort subconscient, je constituais ce gisement d'informations sur ce quartier en particulier. Un jour, je décide de faire le roman, et c'est ce quartier-là. Alors, pas plus tard qu'il y a 2-3 mois, il y a une dame qui a construit, qui a été à l'initiative de la construction de l'université Ibn Bensik à Casablanca, qui est aujourd'hui à la retraite. Cette année, elle a pris sa retraite, que j'ai rencontré à travers un ami comédien. Alors, cette femme, avec son mari, ils ont lu L'incompris du Hayy Mohammadi. Pratiquement pendant une semaine, elle m'a appelé 2-3 fois par jour pour me dire: ne me dites pas que vous ne connaissez pas ce quartier, on dirait que vous le connaissez mieux que nous qui sommes issus de ce quartier. Et on reconnaît tous les personnages que vous racontez dans ce roman. Alors que c'est des gens, c'est des personnages, j'en ai connu certains, certes, mais j'en ai pas connu des masses.
c'est-à-dire les gens que je raconte. Parce que moi, j'essaie de raconter le plus sincèrement, le plus honnêtement et le plus franchement du monde ce que je pense de ce quartier, ce que je pense de ces personnages. Et de fil en aiguille, cela donne justement vie à un quartier qui existe dans un livre et qui est fort heureusement aujourd'hui intéressant de célébrer parce que c'est l'un des plus grands quartiers du Maroc, pour ne pas dire le plus grand quartier du Maroc, où se retrouvent tous les Marocains issus de toutes les villes du Maroc. Il y a une ruelle dans ce quartier où on peut rencontrer un Guénitrien, un Rbati, un Tangérois, un Oujdi, un Sahraoui, un Marrakchi, etc. Donc sur une seule ruelle, on peut trouver tous les types de Marocains. Et c'est vraiment le secret de ce quartier qui fait qu'il a donné lieu à quoi? À de grands groupes de musique, à de grands hommes politiques, à de grands artistes, Nesriwan, Mchaeb, et ainsi de suite, à beaucoup de résistants, à beaucoup d'intellectuels, de scientifiques. C'est vraiment un quartier bastion de ce nouveau Maroc que nous vivons aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens que vous voyez passer devant vous, ils sont issus de ce quartier, mais c'est très important. Moi, je vais d'ailleurs vous inviter à regarder une émission de télévision qui va passer, je pense, ou ce dimanche, ou dimanche d'après, où il y a quelqu'un qui va raconter, qui est en train de faire un livre en 2 gros volumes sur ce quartier pour raconter les gens, pour raconter vraiment les racines de ce quartier. Et il m'a été donné aussi de parler de ce quartier à travers ce roman aussi dans cette émission. Je pense ou ce dimanche ou dimanche plus tard, Sadal Ibla, dans l'émission, je ne sais pas, vous connaissez Sadal Ibla, on va parler de ce quartier pour vous dire ce que c'est l'important de ce quartier dans l'histoire du Maroc. Donc c'est vraiment tout un honneur pour moi déjà par hasard de travailler sur ça.